Pierre Barbancet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes grand reporter à l'Humanité. On va évoquer avec vous aujourd'hui la situation au Proche-Orient et notamment la visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, en visite officielle. Il a rencontré Donald Trump. Alors un Donald Trump qui nous étonne un peu parce qu'on pensait avant son élection que c'était quelqu'un qui allait se centrer sur la politique intérieure des États-Unis et on le voit se piquer de politique étrangère. S'il ne commente pas la légalisation de la colonisation par Israël, par contre, il a déclaré que pour la paix dans la région, une solution à deux États n'était pas la seule possible. Alors, à votre avis, à quelles autres options il fait allusion et pourquoi ? Oui, moi je pense que peut-être on a tendance à sous-estimer, voire à considérer que Donald Trump est une espèce d'histrion, battleur, dont on ne sait pas trop bien ce qu'il veut faire. Et en réalité, on s'aperçoit au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent, depuis qu'il a pris son poste de président, qu'il y a une cohérence dans tout ce qu'il fait. Et la cohérence, déjà, c'est de montrer de voir qu'il n'est pas simplement intéressé par les questions proprement états-uniennes. Il a dans la tête le fait, comme tous les présidents américains d'ailleurs, de cette grande mission, qui est presque une mission biblique de la part des États-Unis, de donner le là dans le monde, d'instaurer la paix ou la guerre, de faire ce qu'il faudrait. Il le montre d'abord en recevant Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, après avoir, c'est vrai, observé un certain silence par rapport aux dernières décisions israéliennes, qui était le vote de la loi à la Knesset, le Parlement israélien, sur la légalisation de la prise de terre palestinienne en Cisjordanie. Un certain silence sur les déclarations israéliennes sur la construction de 6000 nouveaux logements dans les territoires palestiniens. Et puis, à la veille de l'arrivée de Benjamin Netanyahou, une espèce d'infléchissement, puisqu'il disait aussi, il a dit dans sa campagne électorale qu'il voulait déménager l'ambassade américaine qui se trouve à Tel Aviv, de la déménager à Jérusalem, ce qui signifierait, s'il le faisait, la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce qu'aucun État n'a fait jusqu'à présent, à part quelques micro-États d'Amérique centrale, mais qui sont même revenus là-dessus. Donc ce serait vraiment un vrai séisme. Dans le même temps, il a édicté ce qu'on appelait le travel ban, c'est-à-dire qu'il a dit que un certain nombre de ressortissants de pays arabes, de pays musulmans, seraient interdits d'entrer aux États-Unis. Pas tous les pays arabes. On s'est aperçu que sur la liste, il n'y avait pas l'Arabie Saoudite, il n'y avait pas le Qatar, il n'y avait pas la Jordanie, il n'y avait pas l'Égypte, il n'y avait pas des Émirats arabes unis, pardon. Et puis, quand on voit la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, avec quelques déclarations faites par des conseillers de Trump juste auparavant, qui laissent dire que la solution à deux États, donc je rappelle la solution à deux États, c'est celle qui est partagée par l'ensemble du monde, et y compris par les Palestiniens eux-mêmes, qui a été réaffirmée dans une conférence internationale organisée à Paris il y a un mois, qui dit que la solution, c'est quand même deux États, un État palestinien, un État israélien, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale pour les Palestiniens, Jérusalem-Ouest pour les Israéliens. En tout cas, c'est pas dit exactement comme ça, mais en tout cas, ça recouvre les résolutions de l'ONU votées depuis plus de 50 ans. Et voilà, il remettait un petit peu en cause ça. Et puis, ça a été total. Et je pense que même Benjamin Netanyahou a été surpris. À la veille de son départ, avant de prendre l'avion de Tel Aviv pour se rendre à Washington, il disait qu'il allait redire à Donald Trump son accord pour une solution à deux États. Solution à deux États que Benjamin Netanyahou, qui est pourtant un vieux de la vieille de la politique israélienne, n'a accepté qu'en 2009. Ce qui n'est pas très vieux au sens politique des choses, n'est pas très très vieux. Or, il arrive et il y a un Donald Trump qui dit « Moi, la solution à deux États ou à un État, peu m'importe que les partis se mettent d'accord, mais ce qui est important, c'est la paix dans la région. » Et quand on fait de la politique, ou quand on veut comprendre le sens politique des choses, ça met la puce à l'oreille. D'abord, comme le disait l'ambassadeur de Palestine en France dans les colonnes de l'Humanité, s'il est pour un État, vu le comportement d'Israël aujourd'hui, ça voudrait dire un État d'apartheid. Parce qu'il est clair que si Israël aujourd'hui n'est pas pour deux États réellement, on ne fait rien pour ça. Si c'est pour un État, c'est pas pour disparaître. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, l'accroissement des colonies
et les constructions de plus en plus importantes de colonies dans les territoires palestiniens et le vote de cette loi qui permet légalement, entre guillemets, au sens de la loi israélienne, d'acquérir ou de voler des terres palestiniennes, montre qu'il n'y a pas volonté aujourd'hui de la part des Israéliens de laisser un État palestinien. Mais on se rend compte en réalité que dans les déclarations faites et dans ce qui s'est fait dans les semaines précédentes, ça ne concernait pas que les Palestiniens. Jusqu'à présent, il faut le comprendre, c'est peut-être toujours un petit peu complexe, mais il faut le comprendre. Jusqu'à présent, l'idée, y compris partagée par l'ensemble des présidents américains et puis par les pays occidentaux et les pays arabes, et par les Palestiniens, était ce qu'on a appelé en anglais, dans un anglicisme, le « inside out ». Réglons la question israélo-palestinienne et par la suite, on arrivera à une normalisation entre Israël et l'ensemble des pays arabes, puisque je rappelle que depuis 1967, la guerre des 6 jours, et 1973, qu'on appelait la guerre de Kippour, du côté israélien, la guerre d'octobre pour les Arabes, il n'y a pas de paix établie entre Israël et les pays arabes, à l'exception notoire de l'Égypte et de la Jordanie, deux pays qui à l'époque ont fait des paix séparées, ce qui était contre la volonté palestinienne parce que justement il y avait une volonté d'avoir un accord global et sur la question palestinienne et sur l'ensemble des pays arabes, ce qui ne s'est pas produit évidemment. Et donc c'était de inside out, on règle d'abord la question palestinienne, on va normaliser par la suite avec les autres pays arabes. Aujourd'hui la doctrine a totalement changé, et c'est ce qui est maintenant ce qu'ils appellent le outside in. On va régler d'abord avec les pays arabes et après on verra comment on règle la question palestinienne. Et on se rend compte que le fil conducteur, c'est pas les Palestiniens, c'est pas le peuple palestinien, c'est pas le respect du droit international. Le fil conducteur, c'est l'Iran. C'est l'Iran, ce partage qu'ont les États-Unis de Trump, Israël de Netanyahou et un certain nombre de pays arabes, à commencer par l'Arabie Saoudite, mais aussi le Qatar, les Émirats Arabes Unis et un certain nombre d'autres, sur le fait que l'ennemi, c'est l'Iran. Matinant tout cela d'une espèce de confrontation confessionnelle au sein de l'islam, qui serait des chiites contre les sunnites, mais qui permet au rapprochement qui a eu lieu depuis des années maintenant, notamment entre l'Arabie Saoudite et Israël, de se concrétiser beaucoup plus sur la base de l'ennemi commun. Et on apprend notamment par des révélations du Wall Street Journal, mais on pouvait le pressentir aussi par des déclarations d'une organisation aussi influente que l'organisation sioniste d'Amérique, par des déclarations d'un certain nombre de ses dirigeants, qu'effectivement, l'important, c'est d'essayer d'avoir une paix, d'avoir une stabilité. Netanyahou lui-même a déclaré, au sortir de sa rencontre avec Donald Trump, que dans toute son existence, à lui, dans l'existence de son pays, Israël, il n'a jamais vu un tel rapprochement avec les pays arabes et que ce rapprochement-là permettrait d'aller vers la stabilité régionale et de parvenir à la paix. Évidemment, les Palestiniens n'en font pas partie. Alors, cette paix, mais à quel prix ? Alors, la paix, d'abord, c'est une paix qui se ferait au prix du droit du peuple palestinien. C'est assez évident. Pourquoi ? D'abord parce que les pays arabes n'ont pas montré, à part des grandes déclarations, que ce soit la Ligue arabe ou les pays arabes pris un par un, n'ont jamais montré une grande velléité de se battre et de faire respecter le droit du peuple palestinien. Aujourd'hui, ce qui semble plus important pour eux, c'est d'essayer de battre en brèche l'hégémonie iranienne, hégémonie iranienne possible après la chute de Saddam Hussein en 2003, de la part des Américains d'ailleurs, et donc de se rapprocher d'Israël sur cette base-là, et de faire en sorte que la région puisse vivre tranquillement sur la base de leurs échanges commerciaux, sur les bases énergétiques, en mettant évidemment à l'écart l'Iran. Pour ce qui est, évidemment, si cette chose-là est faite, les Palestiniens deviendraient quoi ? Eh bien, encore une fois, le responsable de l'organisation sioniste d'Amérique, qui parle en connaissance de cause, évidemment qu'il parle en connaissance de cause, dit, eh bien, il faut imaginer une fédération jordanienne dans laquelle seraient inclus les Palestiniens de Cisjordanie, qui est un vieux rêve, notamment de la droite israélienne. Sharon en parlait déjà, a toujours dit, les Palestiniens n'ont pas besoin d'État, ils n'ont qu'à être avec les Jordaniens.
Et donc, un certain nombre de pays arabes seraient tout à fait prêts à accepter ce type de solution. Et même si aujourd'hui le secrétaire général de la Ligue arabe dit « non, nous restons sur l'idée de la solution à 2 États », il ne faut pas en rester à l'idée. Il faut aujourd'hui permettre cette solution à 2 États. Or, à part, encore une fois, les déclarations contre la politique israélienne de colonisation qui remettent directement en cause la possibilité d'une solution à 2 États, parce qu'en grignotant de plus en plus le territoire palestinien, en rendant ce territoire palestinien comme un archipel, comme des bantoustans palestiniens qui ne pourraient être contrôlés par personne, à part des chefs de clan ou des chefs de tribus, l'État palestinien ne pourrait pas voir le jour. Tout le monde le sait pertinemment, la France le sait pertinemment, les Nations Unies le savent, les Américains le savent. Aujourd'hui, les plus grands perdants de ce qui est en train de se passer vont être d'abord les Palestiniens. Et alors, la France ne peut pas ignorer que ça signifierait de rayer complètement la Palestine de la carte, ou même de l'idée, comme vous le disiez. Quelles ont été les réactions en France? Aucune? Écoutez, je pense que la France réaffirme toujours son attachement à la solution à 2 États. Encore une fois, aujourd'hui, mais on le rappelle depuis des semaines, des mois, voire des années, il ne s'agit plus de déclarations, il s'agit d'actes aujourd'hui. Or, quand la France, aujourd'hui, criminalise la campagne boycott des investissements, sanctions contre Israël, laissant à croire que ceux qui militent pour ce BDS seraient des antisémites ou feraient de la discrimination, ces gens-là, en réalité, ces lois que le gouvernement socialiste n'a pas supprimées, qui ont été le fait d'Alliot-Marie sous le gouvernement Sarkozy, n'aide que la politique israélienne. Or, aujourd'hui, il y a la possible action des citoyens en France dans le cadre du boycott. Il y a la possibilité d'un désinvestissement, ce que certaines compagnies étrangères ont d'ailleurs fait déjà en Israël, vu ce qui se passe et vu l'illégalité de leur part d'intervenir dans les colonies ou dans des territoires occupés. Et il y a le cadre politique total qui serait des sanctions qui pourraient être demandées contre Israël. Parce qu'on peut se demander pourquoi la France, par exemple, est en pointe pour exiger des sanctions contre l'Iran, exiger des sanctions contre la Syrie, exiger des sanctions contre la Russie. Et dès qu'il s'agit de sanctions contre Israël, on parlerait d'antisémitisme. Il n'en est absolument rien. Autre arme possible politique, ce serait la suspension de l'accord d'échange commercial entre l'Union européenne et Israël. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de ceux qui voudraient faire ça. Il s'agit de courage politique. J'espère que la campagne de la présidentielle permettra d'en dire un petit peu plus, parce que je crois que les questions internationales, pas simplement le Moyen-Orient, malheureusement les questions internationales dans les campagnes présidentielles en général sont trop ignorées, alors que le chef de l'État élu devient automatiquement chef des armées. Merci Pierre Marpenset. Merci.